Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux d'être ici avec vous à Bordeaux pour ces 8e journées d'Aquitaine. On tient à remercier avant tout l'équipe organisatrice de nous avoir accordé cet exposé. Je me présente, je m'appelle Benjamin Viau, je suis chargé d'études actuarielles et je suis accompagné de mon collègue Enguerrand Drouet, qui est modélisateur catastrophes naturelles. On travaille tous les deux à la Maïf. La Maïf, beaucoup d'entre vous la connaît. Elle existe depuis plus de 90 ans. Elle accompagne des millions de Français au quotidien en les protégeant contre différents risques. En 2020, la Maïf est devenue société à mission. Elle a inscrit dans ses statuts différents objectifs qui fondent sa raison d'être, comme placer l'intérêt de ses sociétaires au cœur de son activité et contribuer notamment à la transition écologique. Le dérèglement climatique n'épargne pas le secteur des assurances et c'est la raison pour laquelle, lors de cet exposé, on va vous expliquer comment la Maïf s'organise pour anticiper les conséquences d'un événement climatique de grande ampleur sur son activité. Revenons 2 ans en arrière. En fin 2023, la France et une partie de l'Europe étaient touchées par 2 tempêtes, les tempêtes Ciarán et Domingos. À l'époque, on a enregistré des records absolus de vitesse de vent sur certaines stations, notamment en Bretagne, et de fortes quantités de précipitations sur le nord Pas-de-Calais. On a encore tous en tête les images des habitants sinistrés avec des maisons inondées. Donc on était face à 2 événements de grande ampleur. Et donc, vous pouvez imaginer qu'un enchaînement d'événements de cette ampleur entraîne beaucoup de dégâts matériels et donc beaucoup de sinistres à déclarer. Généralement, pour les tempêtes, les sinistres, c'est plutôt des arrachages d'éléments de toiture ou de façade. Là où, pour les inondations, c'est plutôt des gens qui ont la maison ou les pieds dans l'eau ou des infiltrations d'eau. Et donc, pour enregistrer et traiter tous ces sinistres, il faut des gestionnaires derrière les téléphones pour enregistrer les déclarations, des experts à déplacer pour pouvoir mener toutes les expertises, des solutions de relogement dans certains cas, et puis des provisions des provisions financières pour pouvoir indemniser tous les sinistres. Et donc, pour que tout se passe pour le mieux, dans ce genre d'événement, la Maïf a besoin d'anticiper en amont les impacts de l'événement, de manière à mobiliser les ressources nécessaires et dans les bonnes mesures, de pouvoir cibler les zones possiblement impactées et pouvoir du coup alerter les sociétaires qui devraient être sinistrés, et commencer à déplacer des experts. Et puis en aval de l'événement aussi accompagner au mieux les sociétaires sinistrés et pour pouvoir notamment garder notre place d'assureur numéro 1 de la relation client. Et donc pour pouvoir répondre à toutes ces exigences, il faut s'intéresser aux aléas climatiques et notamment ces liens avec la sinistralité, et c'est le rôle précisément de la cellule climat. Donc on est tous les deux collaborateurs de cette cellule climat, et c'est effectivement une réponse qu'a apporté la Maïf en 2023 en créant cette nouvelle entité, cette nouvelle équipe qui est dédiée à la résolution des problèmes en lien avec les événements climatiques. Cette cellule, elle est composée de 2 équipes. D'un côté, on a le Lab Climat. Donc le Lab Climat, il va s'appuyer sur un collectif avec des ressources et des personnes formées en actuariat statistique, en modélisation des catastrophes naturelles, et en s'appuyant sur un recensement des données disponibles en lien avec ces problématiques. L'équipe va travailler à construire des solutions, des modélisations internes, mais aussi à aller chercher auprès de sociétés spécialisées des services en lien avec la modélisation des climatiques.
Et ces différentes solutions vont être ensuite adaptées aux besoins des différents métiers de la Maïf. Et dans ce travail, le Lab Climat est accompagné au quotidien par le Geodata Hub, donc l'équipe jumelle du Lab Climat. Là, cette fois-ci, on y rencontre des profils plutôt de data scientists, de développeurs, des spécialistes de la donnée géo, des systèmes d'information géographique, et ils vont travailler ensemble à constituer un écosystème dédié aux applicatifs et aux données météo, à la construction de référentiels, et de cette façon, construire une architecture qui permettra d'industrialiser au mieux les solutions de modélisation développées par la cellule climat. On aborde cette problématique de modélisation sous la forme d'une chaîne itérative, en plusieurs étapes, en 5 étapes. Et c'est ces différentes étapes qu'on va expliciter lors de notre exposé. Et on va commencer par la première, qui traite de la récupération des données. Alors oui, pour cette première étape de récupération des données, déjà les données utiles à la modélisation vont varier en fonction du péril qu'on traite. Nous, à la cellule climat, pour l'instant, on a des modèles pour estimer la sinistralité pour les différents périls, donc sécheresse, ce qu'on appelle aussi le retrait-gonflement des argiles, pour la tempête, pour les inondations, et puis on est en train de travailler sur un modèle pour estimer les impacts de la grêle. Et dans la modélisation, on va utiliser 2 types de données, soit des données externes, donc généralement issues de l'open data, soit des données internes de nos sociétaires. Pour la partie données externes, nous, notre matière première, ça va être la donnée météo, donc où on va l'utiliser sous la forme de observation ou de prévision, qui viennent généralement de Météo France, ERA5, ECMWF, où on travaille également avec Météomatics, qui est un fournisseur privé. On utilise également des données de terrain, notamment des modèles numériques de terrain, qui vont représenter l'altitude, ou des cartes d'occupation du sol, avec des infos précises comme tissu urbain, végétation, forêt, à une maille assez fine. Voilà. Ou sinon, on utilise des données de caractéristiques du bâtiment, comme des matériaux de murs ou des tailles de maison, qui vont, elles, venir de l'ABDNB, donc la base de données nationale des bâtiments, ou de l'INSEE. Et pour les données plutôt du socle interne, on va utiliser tout d'abord la géolocalisation, qu'on retrouve à partir de l'adresse, et qui va être primordiale si on veut être précis derrière dans nos modélisations. On utilise également des caractéristiques de contrat ou des conditions d'assurance, par exemple propriétaire locataire ou appartement maison. Par exemple, dans le cadre d'une sécheresse retrait-gonflement des argiles, on va avoir une fissure de mur. Et ça va être au propriétaire de prendre en charge et pas au locataire. Ou pour appartement maison, pour le risque inondation, un appart est plus facilement exposé qu'une maison. À l'inverse, moins facilement exposé qu'une maison. Et puis, on va utiliser les sinistres historiques pour entraîner nos modèles à les prédire. Et puis, petite slide de pub. La cellule climat vient de mettre en open source un package qui s'appelle Météol, qui sert à simplifier l'accès à l'API Météo France pour pouvoir importer les prévisions arômes ou arpèges. Alors, concrètement, ce package, il va standardiser l'ingestion des prévisions de ces modèles. Il va aider au paramétrage des différents indicateurs, soit indicateurs météo, soit les temporalités disponibles du modèle. Et puis, il va automatiser la gestion des tokens de l'API. Et donc, ça facilite clairement son intégration dans une pipeline de modélisation. Et donc, ce package, il rentre dans la démarche globale de la Maïf pour la mise en open source de différentes solutions sur la data ou l'IA. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur OSS by Maïf.
Donc on a vu que pour nos use cases de modélisation, on a toute une panoplie d'indicateurs très variés, très divers à notre disposition. Le risque, c'est rapidement d'avoir des données éparpillées à différents endroits, des données en doublon, des qualités hétérogènes et de la lourdeur dans l'utilisation. C'est pour ça qu'avec le Geodata Hub, on a travaillé à la structuration des données. Si on prend un exemple, admettons qu'on s'intéresse à la tempête et qu'on ait besoin de connaître la rafale de vent maximale pour une journée étudiée sur l'ensemble de la France avec une résolution de 3 km par 3 km. Et bien rien que cette information, à un instant T, ça représente déjà 241 000 points de données. Donc on voit très rapidement qu'on va atteindre des volumes importants si on a besoin de collecter plusieurs dizaines d'indicateurs et de les enregistrer sur une profondeur historique de plusieurs dizaines d'années. À titre d'exemple, sur la grêle, on a répertorié 7 indicateurs assez pertinents pour décrire ce phénomène et on a accès à une vingtaine d'années de journées d'orage de grêle et ça représente déjà un total de 30 gigas. C'est pour ça que l'équipe Geodata Hub a développé une solution pour structurer ces données et les exploiter de la meilleure des façons, en s'appuyant sur une architecture de technologie Greenplum et des bases de données en PostgreSQL ou en PostGIS pour les données géographiques. Et ces données vont être sauvegardées régulièrement dans le cloud. Ce qui va ensuite concerner le requêtage et l'administration de ces bases de données est fait avec des beavers. Et ces données dans des beavers, on va avoir tout un système de gestion des historiques, des versionnings de données, et qui vont être délivrés aux utilisateurs dans des zones de travail spécifiques, dans des zones spécifiques, des zones de travail, des zones de production, etc. Et le plus important, ensuite, à la fin, des connecteurs pour pouvoir se brancher à notre serveur de modélisation qui est mis à disposition par la DSI Maïf et sur lequel on peut développer nos scripts Python et, si besoin, pour les traitements les plus gourmands, avoir recours à des GPU. Donc une fois qu'on a identifié nos données, qu'on les a bien structurées, on peut passer à leur exploitation dans la modélisation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de modèle parfait, de modèle qui va répondre à toutes les situations, et ça c'est vrai en général, c'est pas vrai que pour l'assurance. Et il faut mettre en place une stratégie en lien avec son besoin et l'usage qu'on va avoir du modèle. Si on prend plusieurs exemples avec les principaux périls qui concernent l'assurance, notamment les orages de grêle, on est sur des phénomènes qui sont très localisés, très courts. Donc on va avoir besoin d'enregistrer des données pour cet événement en question, et notamment la taille maximale des grêlons, qui va nous donner des indices sur l'intensité de l'événement et les dégâts qu'il peut provoquer. À l'inverse, si on s'intéresse à la sécheresse, aux dégâts provoqués par la rétractation des sols, qui va provoquer des fissures sur les maisons, ces fissures, elles vont mettre parfois plusieurs mois, plusieurs années à apparaître. Donc on est sur un phénomène beaucoup plus long à modéliser et on aura besoin de données des séries temporelles d'humidité des sols, puisque c'est la réactivité des sols à ce niveau d'humidité qui va créer la sécheresse. Donc on est sur des horizons temporels plus longs. À l'inverse, en tempête, on est sur des phénomènes qui seront plus longs que la grêle, ça va durer plusieurs heures, mais moins long que le phénomène de sécheresse. Et pour la tempête, on va avoir besoin à la fois des informations sur la vitesse maximale du vent lors de la tempête, mais aussi les niveaux moyens des rafales sur la même zone lors des années passées, pour savoir si on est dans une situation anormale, qui sort du niveau classique de vent observé dans certaines régions. Et enfin, on peut aussi citer les problématiques liées à la modélisation des inondations. Pour les inondations, on a un petit peu tout. On a parfois des phénomènes de crues éclairs qui vont durer quelques heures, et à l'inverse, des débordements de fleuves qui vont durer sur plusieurs jours. Et là aussi, on aura besoin d'informations sur les précipitations au cours des dernières heures, mais aussi au cours des dernières semaines, voire au cours des derniers mois, pour tenir compte de la saturation des sols
lors des précipitations qui vont influencer le risque de débordement. Donc ça, c'est pour les besoins, les périls. Et cette stratégie de modélisation, elle doit aussi prendre en compte l'usage du modèle. Si on a besoin de construire un modèle qui va permettre de connaître le volume global des dossiers sinistres lors d'un événement, ce modèle, on ne va pas le concevoir de la même façon qu'un modèle qui va servir à faire de l'alerting, c'est-à-dire à identifier les zones précises concernées par un événement naturel et les sociétaires qui sont exposés à ce risque. Donc on a des approches différentes, des stratégies différentes en fonction des usages. Et maintenant, on va pouvoir vous expliquer l'étape d'apprentissage et d'inférence des modèles à travers l'exemple du modèle tempête. Juste avant, pour définir notre notion de modèle, nous, dans notre utilisation, c'est un algo de machine learning que l'on va t'entraîner à prédire des sinistres historiques à partir des données historiques, comme par exemple des données météo. Et donc, une fois qu'il est entraîné, quand on met des nouvelles données, on peut avoir des prévisions, en mettant par exemple des prévisions de vent pour la tempête, pour avoir des estimations pour un événement à venir. Et donc, la première étape pour ça, c'est de sélectionner des données avec lesquelles on va entraîner le modèle. Pour faire ça, on va étudier la fréquence de sinistralité en fonction des variables. Puis on va prendre les variables les plus explicatives. On peut prendre l'exemple en bas à gauche, ça représente les rafales de vent, la fréquence de sinistre en fonction des rafales de vent, où on voit que à partir de 80-90 km/h de rafale, la fréquence de sinistre monte en flèche, et donc on peut se dire que c'est une variable qui est explicative à la sinistralité, donc on va l'utiliser dans le modèle. Et donc de cette manière, on va sélectionner différents types de données. On va prendre des données de vent habituelles qui vont permettre de caractériser l'exposition de la zone au vent fort ou aux tempêtes. On va prendre des données de caractéristiques de bâtiments. Là, en l'occurrence, on va plutôt prendre des années de construction ou des orientations ou des tailles de bâtiments. On prend également l'altitude ou un aspect géographique. Et puis nos sociétaires, notre portefeuille pendant l'événement. Et donc, une fois qu'on a un modèle qui est entraîné à prédire les sinistres historiques, en mettant cette fois-ci, on a une tempête qui arrive, par exemple, on est J-2, et on peut récupérer les prévisions, notre portefeuille à date, et puis on peut avoir des estimations de fréquence ou de coût de sinistre pour l'événement. Et donc, quand on a fait l'apprentissage d'un modèle et que le modèle donne des résultats satisfaisants, on a vu juste avant que il pouvait servir plusieurs cas d'usage, donc on a besoin de l'industrialiser. Donc on a effectivement atteint l'étape où on a un modèle qui fonctionne, mais il faut avoir en tête que lors d'une crise en amont d'un événement majeur, chaque journée compte. Donc on ne peut pas perdre du temps à lancer manuellement tout un enchaînement de scripts. On ne peut pas perdre du temps à corriger des bugs et des dysfonctionnements. Donc c'est pour ça qu'on doit s'intéresser à l'industrialisation des besoins et sécuriser la production des modèles pour pouvoir les communiquer efficacement et le plus rapidement possible. Pour cela, on a fait le choix de consacrer un dépôt GitHub pour chacun des modèles. De cette façon, on sécurise la version en production du modèle et à travers les différentes branches, on permet aux contributeurs de travailler à l'amélioration du modèle sans risque de compromettre la livraison des informations importantes en période de crise. Les pipelines de modélisation vont regrouper plusieurs scripts, et donc c'est important d'automatiser l'enchaînement de ces scripts. Donc on utilise un ordonnanceur pour nos scripts Python. À la Maïf, on a fait le choix d'Airflow qui remplit cette fonction. Et il va nous permettre de produire quotidiennement, voire un peu plus si on en a besoin, produire quotidiennement les informations clés. Et ces sorties du modèle, ces informations clés,
Ensuite, on va venir y ajouter une autre couche en définissant des règles d'experts qui vont venir automatiser les ciblages en fonction des situations, en fonction de la gravité de la situation. On va pouvoir identifier les zones à risque et les sociétaires à prévenir. Et ces informations, on va les restituer dans des tableaux de bord. Donc on utilise la Maïf Spotfire qui est accessible à l'ensemble des salariés. Et dans ces tableaux de bord Spotfire, on va y retrouver les cartographies des indicateurs importants, des tableaux synthétiques, les KPI les plus importants. Et ce Spotfire, ensuite, il va être diffusé aux membres de la cellule de crise qui se réunit quotidiennement en amont d'un événement climatique de grande ampleur. Et donc la dernière étape qui vient clôturer cette chaîne de modélisation, qui est le suivi des performances, l'amélioration continue et puis les différentes perspectives. Alors déjà, pour que les modèles restent précis dans le temps, on suit leurs performances de près et on les réentraîne avec les différents événements climatiques qui arrivent. On essaye également d'allonger notre nombre de modèles pour essayer de couvrir le plus possible de périls. On est en train de travailler sur la grêle, mais prochainement, on travaillera sur la submersion marine ou les feux de forêt. Et sinon, on essaye de suivre de près les différentes innovations dans le domaine climatique. On travaille par exemple avec ICEYE, qui est une entreprise qui a des satellites et qui, via leur imagerie satellite, détecte des inondations et peut nous envoyer derrière l'empreinte de ces inondations. Et nous, on peut, par exemple, la croiser avec notre portefeuille et pouvoir estimer à peu près les impacts de ces inondations. Ou sinon, on essaye aussi de suivre de près d'autres innovations, comme par exemple l'arrivée des prévisions météo basées sur l'IA, comme Google Graphcast ou Aurora. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question concernant peut-être les sujets autour de l'IA Act, puisque je pense que l'IA dans les assurances peut-être beaucoup de chances de rentrer dans ce cadre législatif. Est-ce que c'est quelque chose auquel que vous avez regardé, auquel vous pensez rentrer dans ce cadre-là avec ces sujets de prévision météo pour les assurances qui ont un impact direct pour les utilisateurs? Quelles sont les limites à ces usages? Question piège. Oui. Il y a beaucoup d'ateliers, de conventions, par exemple de salariés, autour des thématiques de l'intelligence artificielle à la Maïf pour s'approprier ces sujets et atteindre le niveau de maturité avant de déployer de manière massive. Maintenant, sur cette question précise, j'aurais malheureusement pas beaucoup d'informations en plus. Désolé. Une autre question? Bonjour, vous avez parlé du suivi de performance des modèles. Oui. Donc, malheureusement, avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'événements extrêmes, mais ça reste quand même très petit par rapport au temps normal. Est-ce que vous avez des problèmes pour l'entraînement de jeux de données déséquilibrés? On essaye globalement de pas prendre un historique trop lointain sur les différents périls, parce que c'est vrai qu'on sait que notamment ça va varier sur la fréquence. Si on voit les inondations par exemple, la fréquence augmente au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que du coup on essaye de se limiter à 10-15 ans d'historique quand on voit sur globalement tous les périls, même la grêle aussi qui arrive. Nous, dans l'assurance, on voit pas mal d'impacts sur les différentes grêles des dernières années et qui sont bien plus fortes qu'avant. Donc, on essaye si on entraîne des modèles, de plus se baser sur les dernières années, même si on peut être parfois un peu limité parce qu'on n'a pas beaucoup d'années. Mais voilà.
Ouais. C'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre aussi, par exemple, sur la sécheresse, quelque chose que les dommages liés à la sécheresse sur les habitations. On a eu pour tout le secteur des dégâts très importants au cours de la dernière décennie. C'est quelque chose qu'on voyait pas avant. Pour les inondations aussi. Et on s'appuie sur aussi certaines solutions, des logiciels qui vont tenir compte de certains scénarios de trajectoire climatique et qui vont revenir corriger la fréquence d'apparition de certains événements. Et donc on va pouvoir comme ça corriger des historiques qui ne sont pas représentatifs du futur. Merci pour votre présentation. Vous avez parlé d'algo de machine learning. Est-ce que vous pourriez partager un petit peu plus le détail de type d'algo que vous avez mis en place et peut-être ceux que vous avez testés qui ne marchaient pas du tout? Globalement, nous, on est plus, comme on vient un peu plus de l'assurance et de l'actuariat, on a plutôt généralement commencé par des GLM, du coup. Et puis au fur et à mesure, on se dirige. Enfin, on est sur du XGBoost un peu plus pour la plupart du temps. Je sais pas si t'as. Moi, si, t'as eu raison de le préciser, c'est que dans l'assurance, historiquement, on utilisait beaucoup les modèles linéaires généralisés. Et avec l'arrivée des nouveaux modèles de machine learning, on implémente ces solutions, que ce soit nous pour nos problématiques climatiques, mais aussi dans différents scorings pour le marketing, etc. Où on a moins de contraintes que sur la tarification, par exemple, en termes de lisibilité, d'explicabilité. Et donc voilà, on a fait il y a différents modèles qui tournent avec du XGBoost ou CatBoost à la Maïf. J'ai une petite question ici. On a vu aux États-Unis avec les incendies à Los Angeles que certaines compagnies d'assurance voulaient plus assurer certaines maisons. Du coup, en tant que consommateur, si on pourrait se dire maintenant vous avez pratiquement toutes les datas pour faire un data product à destination des gens qui veulent acheter une maison et qui se disent est-ce que je suis dans une zone rouge, verte, orange sur tel et tel risque? Et est-ce que ça c'est des choses que vous commencez à pouvoir dire tiens demain je vais mettre à disposition ces datas ou... Oui, exactement. Donc la Maïf a mis en œuvre et déployé une solution qui s'appelle Aux Alentours. Donc je vous invite à aller consulter ce site dans lequel vous pouvez rentrer votre adresse et vous allez pouvoir bénéficier d'un diagnostic d'exposition aux principaux risques climatiques. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations qui maintenant sont bien connus par le marché et se pose la question de la diffusion au plus grand nombre, et c'est ce qu'essaye de faire la Maïf au travers de cette initiative aux alentours. Oui, petite question ici. Si j'ai bien compris, peut-être j'ai loupé des choses, parce que le français c'est pas ma langue. Ça vous aide à prévoir, et donc à prévoir des ressources, à prévoir, ça va me coûter tant, mais la facture, ça va être la même à la fin. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à faire aussi du, je sais pas comment, préventif, on dit? De la prévention, oui. De la prévention, c'est-à-dire, par exemple, on estime à plus de 30% de chances qu'il y aura la graine, donc on va envoyer un SMS à tous nos assurés pour dire garder la voiture dans les garages. Je dis un exemple un peu idiot, ou fermer les volets parce qu'il y aura du vent, par exemple. Et réduire la facture. Oui. Je prends une commission si vous l'appliquez à partir de maintenant. Alors, on le fait depuis déjà un petit moment maintenant, mais sur des événements assez extrêmes. Et on essaye maintenant de le mettre en place un peu plus quotidiennement et un peu plus automatisé, un système d'alerting par SMS. Histoire de pouvoir prévenir les sociétaires le mieux possible quand il faut pour des tempêtes, des inondations et des grêles, quoi. Ouais, c'est vraiment un des usages des modèles, de pouvoir identifier les zones impactées et ensuite les sociétaires les plus vulnérables pour les avertir, et ensuite on l'espère minimiser le coût des dégâts avec des actions qui peuvent permettre de réduire le coût des sinistres.
Je pense qu'on va arrêter les questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.